Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Je voudrais vous remercier une fois encore d'être présent à notre habituelle conférence de presse conjointe, celle qui réunit les porte-paroles du gouvernement que je suis et celui de la MINUSCA. Notre exercice régulier, que vous connaissez à présent, a pour but, ensemble, en dehors des conférences de presse que nous faisons chacun de notre côté, de nous adresser à vous, mais surtout d'entendre les questions que vous souhaitez nous poser dans le cadre des actions que nous menons ensemble pour la restauration de la paix, le retour à la cohésion sociale dans notre pays. Pour ma part, aujourd'hui, en tant qu'introduction liminaire, je n'aurai qu'un seul sujet que je vais évoquer, c'est les défis et opportunités de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Suite aux tensions et affrontements survenus il y a quelques jours à Birao, une accalmie et un retour à la normale sont observés dans la ville. Des survols aériens sont régulièrement effectués par la MINUSCA pour surveiller les mouvements des hommes armés et qu'à ce jour, aucun mouvement n'a été signalé. Le gouvernement a instruit la MINUSCA d'accentuer les patrouilles dans la ville et autour du marché principal de Birao. Sous peu, des gendarmes et policiers seront envoyés à Birao. À Mingala, nous nous sommes confrontés au problème du déploiement de la logistique de la MINUSCA, le pont principal qui donne accès à la zone étant complètement effondré et ne permettant pas le passage des blindés. Cependant, des survols aériens ont été effectués dans la zone, sur la zone, et les images montrent qu'aucun incident majeur n'a été relevé. Et un certain calme plat, d'ailleurs, est observé à Mingala. À Bangui, récemment, un incident est survenu le 10 septembre dernier au kilomètre 5 entre des éléments d'autodéfense proches de Moussa Danda et les commerçants. À la base de cet incident était la collecte illégale des taxes qui serait donc à l'origine de cette situation qui a provoqué une certaine panique au sein de la population du 3e arrondissement. Toutes ces situations prouvent à suffisance que malgré les avancées, les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord, certains défis demeurent. Il est donc de notre responsabilité de continuer à accompagner, de continuer la mise en œuvre de l'accord, en mobilisant l'ensemble des outils dont dispose la communauté internationale, le gouvernement, les partenaires, pour encourager les parties à faire mieux, les parties prenantes, j'entends. L'accord reste et demeure, non pas un moteur, comme il est écrit ici, mais le moteur viable pour faire avancer la paix, contrairement à certains chants de sirène que nous écoutons ça et là. La perception d'ambivalence que l'on peut voir dans la volonté et la détermination au sein de certains leaders des groupes armés signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation reste un défi important pour la mise en œuvre de cet accord. J'ouvre une parenthèse ici pour rappeler ce que j'ai toujours dit, à savoir que nous n'étions pas naïfs pour croire que du jour au lendemain, après la signature de l'accord, c'est-à-dire le 6 février, comme par enchantement, la paix reviendrait restaurée comme par un processus miraculeux.
nous avions bien conscience que, après cette signature, il fallait implémenter l'accord, le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre supposerait, nous le pensions déjà, que certains, peut-être par la perte de contrôle ou le manque de contrôle sur leur groupe ou leurs troupes, n'arriveraient pas à le mettre en œuvre comme il était souhaité ou comme il était écrit dans l'accord, que d'autres, pour des contraintes non dites, tenteraient de revenir sur leur signature, que certains essayeraient parfois de ne pas s'y soumettre. Nous avions conscience de tout cela. Mais nous savons qu'un accord qui regroupe plusieurs personnes, groupes en présence, forcément donc, peut, pour sa mise en œuvre, vivre quelques difficultés. Mais c'est de notre travail, c'est de notre responsabilité que de faire en sorte que cet accord soit mis en œuvre et implémenté. Maintenant, depuis que cet accord a été signé, nous avons observé qu'il y a, et c'est un fait visible, indiscutable, qu'il y a beaucoup moins d'incidents. C'est ainsi que je les appelle. Même s'ils sont encore trop nombreux. Quand nous nous réunissons en comité de suivi, exécutif de suivi de l'accord, et que nous dénombrons le nombre des incidents à chaque semaine, alors je sais bien que certains, peut-être par sensationnel, pas tous parmi vous, se focalisent sur le nombre qui est évoqué, mais oublient de le comparer au nombre qui ont été évoqués précédemment ou dans les mois qui suivent. Mais la bonne approche est celle-là, pour comprendre que les incidents vont décrescendo et non pas le contraire. Mais là aussi, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a encore beaucoup à faire, vous le savez, vous le voyez. Il serait malhonnête de dire le contraire. Mais cet accord, il faut y travailler pour le mettre en œuvre. Le gouvernement en appelle aussi à la responsabilité des garants en ce qui concerne les sanctions, conformément aux dispositions de l'accord. L'application des sanctions montrera qu'il existe un prix concret à payer pour ceux qui font obstruction sur le terrain au processus de paix. Mais en disant cela, le gouvernement se met aussi en ordre de bataille pour que la justice soit au rendez-vous, en même temps qu'il demande aux garants, aux partenaires, n'est-ce pas, de mettre en œuvre les sanctions. Le gouvernement attend notamment de la MINUSCA qu'elle continue à appuyer les efforts engagés à la hauteur de ses moyens dans le cadre de son mandat. À cet effet, il nous paraît nécessaire d'engager une réflexion sur la bonne adéquation entre les moyens dont dispose la mission, son mandat et les besoins qui existent dans certaines localités de nos provinces. Par ailleurs, dans un autre domaine, le samedi 7 septembre 2019, certaines centrales syndicales se sont réunies puis ont lancé un préavis de grève. Ce préavis porte sur un certain nombre de revendications. Il convient de rappeler que le président du cadre permanent de concertation et de négociation a déposé son rapport sur cette question sur la table du gouvernement. Le président de la République, dès son retour du Japon, a évoqué la question et les instructions ont été données au ministre de la fonction publique à cet effet. Le président de la République a également, sur cette question, donné des instructions au ministre des Finances pour que d'ici décembre, 3 mois d'arriérés des précédentes mandatures, d'arriérés de salaire soient payés aux ayants droit des fonctionnaires. Je voudrais dire, pour conclure mon propos, et sur ce point, qu'il est du rôle tout à fait légitime des syndicats
de défendre les intérêts de leurs membres, c'est-à-dire des fonctionnaires, des travailleurs, des enseignants. Il est du rôle du gouvernement de défendre les intérêts de tous les Centrafricains, y compris ceux que je viens de citer. Et bien entendu, le gouvernement, pour ce faire, doit mener des réflexions approfondies pour apporter des réponses tenables, si ce n'est soutenables, aux demandes qui sont faites, qui sont formulées par les syndicats. Alors c'est ce qui peut donner l'impression que le gouvernement prend du temps à répondre. Oui, il prend du temps pour donner des réponses responsables. Je crois que c'est cette perception, peut-être, qui est à la base des formulations des syndicats. Je voudrais donner la parole à M. Montero qui fera son introduction liminaire et bien entendu immédiatement nous passerons à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Bonjour aux auditeurs de Radio Centrafrique ainsi que ceux de Guira FM qui suivent cette conférence de presse conjointe bimestrielle. Le porte-parole du gouvernement a cité la situation à Birao. C'est également le centre de l'attention et du travail de la MINUSCA. Ces 10 derniers jours, 10 jours après les affrontements entre le FPRC et le MLCJ, il y a eu des combats suite au meurtre d'un individu. Il y a eu d'autres victimes. Heureusement, un nombre limité de civils grâce à l'intervention rapide de la force pour leur protection. On déplore aussi des incendies de maisons et de kiosques dans le marché et surtout des milliers de déplacés estimés à quelques 13 000. L'urgence, c'est donc d'éviter une reprise des combats, travailler avec les autorités et les humanitaires, contribuer au retour des déplacés vers leur domicile et surtout soutenir le suivi juridique de ces violences et incidents qui ont marqué la vie à Birao à partir du 1er septembre. Ce sont ces objectifs qui orientent le travail, notamment des casques bleus qui sont en première ligne, les casques bleus zambiens qui sont intervenus immédiatement après les affrontements. Un total de 2700 civils ont été évacués des zones sensibles, des zones à risque, là où il y avait des affrontements pour les transporter vers la base de la MINUSCA. La force a également mené plusieurs patrouilles, au moins 1000 patrouilles, et elles se poursuivent. Il y a eu des survols qui se poursuivent, il y a eu des éléments armés qui ont été désarmés et ensuite l'occupation de certains points stratégiques de la ville, ceci dans l'optique d'empêcher une reprise des combats. Nous pourrons répondre à ces questions, ça reste une préoccupation, mais tout est mis en œuvre du côté de la MINUSCA pour qu'il n'y ait pas cette reprise et que la situation redevienne normale dans une ville qui a été épargnée jusque-là. Pendant ce temps, c'est-à-dire immédiatement après le 1er septembre, pendant qu'il y avait ces efforts à Birao, à Bangui, le représentant spécial, qui est facilitateur pour les Nations Unies de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, avec les garants, c'est-à-dire l'Union africaine et la CAC, ont entamé des discussions, une concertation avec le gouvernement pour que les deux groupes cessent immédiatement les combats qui avaient lieu dans la ville. De son côté, et après cette phase qui se poursuit, il y a toujours des engagements entre ces parties. Le 3, donc, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, qui est également coordinateur résident et coordinateur humanitaire, s'est rendue sur place pour évaluer cette situation. Et il y a eu 3 autres missions de la MINUSCA. Une mission MINUSCA-CAC, hautement politique, une mission entre la composante police de la MINUSCA et les divisions droits de l'homme et justice, et finalement
une mission de la force avec le chef, le commandant adjoint de la force de la MINUSCA pour essayer de trouver les voies de sortie. Quel est l'impact de ces interventions sur le plan sécuritaire, même si la tension reste palpable parce que les gens craignent une reprise, même s'il y a eu ces mises à mal du vivre ensemble entre communautés, entre ethnies, il y a la sécurité, il n'y a plus de violence. La MINUSCA, la force de la MINUSCA a renforcé son dispositif, tandis que de son côté, le bureau local, c'est-à-dire la composante civile, travaille avec différents acteurs, dont le sultan, dont l'organisation des femmes centrafricaines, pour revenir à ce vivre ensemble qui prévalait avant le 1er septembre. Sur le plan judiciaire et la lutte contre l'humanité, qui est une préoccupation du gouvernement et des partenaires, la police de la MINUSCA avec les autres sections de la MINUSCA et en collaboration étroite avec les autorités centrafricaines travaille sur plusieurs enquêtes, notamment celle du meurtre du fils du sultan, une enquête sur une tentative de viol de mineurs, et des investigations plus vastes aussi ont été engagées pour d'autres cas de meurtre et de violence, ainsi que des incendies et des pillages commis lors des affrontements. Et les effectifs de la police de la MINUSCA seront augmentés pour appuyer, sécuriser l'enquête judiciaire qui sont en train d'être menées. Et finalement, il y a la concertation entre le leadership qui se poursuit. Ces événements de Birao ainsi que des démissions de conseillers à la primature ont occasionné des critiques par rapport à l'accord. Je le vois dans la presse, surtout concernant la MINUSCA, mais il ne faut pas critiquer l'accord, comme l'a dit le ministre et porte-parole. Ce document reste l'outil, il reste le moteur pour avancer vers la voie. Les 14 groupes sont toujours dans cet accord et nous allons travailler dans ce sens. Un autre point qui concerne la signature récente du plan d'action visant à prévenir le recrutement et l'utilisation des enfants, les viols, les meurtres et les mutilations, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux, signature par l'UPC le 21 août dernier. Suite à cette signature, donc, l'UNICEF et la MINUSCA vont appuyer ce groupe en vue de l'opérationnalisation du plan d'action. La MINUSCA va fournir une assistance technique et avec l'UNICEF, la MINUSCA va également contribuer à la formation et à la sensibilisation de ce groupe sur les questions de protection de l'enfant. Dans le plan d'action, l'UPC s'engage à libérer tous les enfants de moins de 18 ans et à permettre à la MINUSCA et à l'UNICEF d'accéder à ces bases pour vérifier la présence d'enfants, sensibiliser et former ces éléments sur l'ordre de commandement, identifier les points focaux UPC de haut niveau dans la protection des enfants. L'UPC est le 3e groupe armé à signer ce genre de plan d'action après la MPC en mai 2018 et la FRC en juin 2019. Ceci dans le cadre d'un dialogue mené par une équipe spéciale sur la surveillance qui est constituée de la MINUSCA, de l'UNICEF et d'autres acteurs. Et ce travail a permis de libérer depuis 2014 plus de 14 000 enfants des groupes armés. C'est ce que j'avais à dire par rapport à cette situation. Monsieur le ministre et porte-parole, nous pouvons prendre avec votre permission les questions des journalistes.